Le soleil se couche, votre grâce. Dans 1 heure, je perds tout. Il me faut un mari avant le coucher du soleil. Musique, je vous donnerai mon nom, Grèce. Mais vous devez accepter une condition. Il me faut un mari avant le coucher du soleil. Elle dit que le duc impitoyable lui imposa une dangereuse condition. 16 heures. Le soleil a déjà commencé à saigner dans le ciel londonien. Grace Sutherland se tient devant la salle de bal la plus exclusive de Mayfair, serrant si fort une montre de poche en or que ses jointures sont devenues blanches. Elle a 4 heures. 4 heures pour trouver un mari ou perdre son nom, sa maison et sa liberté derrière les murs glacés de la prison de Newgate. Les gardes la repoussent 2 fois. Elle revient une 3e fois parce que le désespoir fait quelque chose à une femme. Il dépouille la fierté. Il dépouille la peur. Il ne laisse qu'une chose. La volonté de survivre à tout prix. Elle entre. La salle de bal est éblouissante. Lumière des chandeliers, robe de soie, rire poudré. Et là, à l'écart de tout cela, immobile, silencieux et dangereux, se tient le duc Patrick Jameson, l'homme que chaque personne dans cette pièce évite. L'homme vers qui Grace n'a d'autre choix que de se diriger. Il la voit venir. Il ne bouge pas. Lorsqu'elle se tient enfin devant lui et parle, il ne dit rien pendant un long moment. Puis, il sort une carte de sa poche, la pose sur la table entre eux et dit, il y a une condition. Grace ne sait pas encore ce que cette condition lui coûtera, mais elle est sur le point de le découvrir. Restez avec moi. Bienvenue sur Forbidden Secret Love Chronicle. Si vous êtes prêts pour des histoires où l'inattendu se produit, où les oubliés s'élèvent et où les outsiders renversent la situation, appuyez sur le bouton s'abonner maintenant. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi votre nom, d'où vous regardez et ce qui vous préoccupe. Votre nom pourrait être celui qui sera appelé au début de la prochaine histoire. Likez, partagez et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer le drame, la vengeance et les secrets qui attendent d'être découverts. Bienvenue dans la famille. Maintenant, plongeons-nous. Le contrat fut signé avant que la dernière lueur ne quitte le ciel. Grace Sutherland se tenait au centre du salon privé de Jamison, un espace plus petit et plus calme que le duc avait demandé après que son approche eut attiré l'attention de la moitié de la salle de bal. La pièce sentait le cuir, le vieux bois et quelque chose de faiblement médicinal, comme un espace qui n'avait pas accueilli de chaleur depuis très longtemps. Un seul candélabre brûlait sur le bureau. La flamme ne vacillait pas. Même le feu, dans cette maison, semblait avoir appris à rester immobile. Le duc Patrick Jamison était assis en face d'elle, une jambe croisée sur l'autre, son impeccable habit de velours bleu marine malgré l'heure. Il avait le genre de visage que les artistes auraient débattu, une mâchoire tranchante, des yeux sombres qui ne révélaient rien, une bouche qui semblait avoir oublié la forme d'un sourire depuis longtemps. Il lut le résumé qu'elle avait présenté sans un seul changement d'expression. Le tic-tac de la pendule était le bruit le plus fort dans la pièce. Grace l'observa et garda les mains croisées sur ses genoux pour qu'il ne voie pas qu'elle tremblait. Lorsqu'il reposa enfin les papiers et la regarda, ce ne fut ni avec pitié ni avec mépris. Ce fut avec le regard mesuré et calculateur d'un homme évaluant le poids d'une décision déjà prise. Il lui dit qu'il effacerait la dette. Chaque dernier chiffre que son père avait accumulé au fil d'années de jeu inconsidérés serait dissous avant la fin de la semaine. Le nom Sutherland n'apparaîtrait dans aucun registre judiciaire. Elle ne verrait pas l'intérieur de la prison de Newgate. Elle verrait plutôt l'intérieur du manoir Jamison en tant que duchesse, pour la durée qu'exigerait l'arrangement. Mais il y avait des conditions. L'aile ouest du manoir ne faisait pas partie de sa résidence. Le cabinet privé à l'étage supérieur était une pièce dans laquelle elle n'entrerait jamais. Elle ne devait pas poser de questions sur ses affaires au Parlement, ses correspondances ou les hommes qui allaient et venaient du domaine à des heures irrégulières. Elle devait être une épouse convaincante en toute occasion publique, aimable, gracieuse et parfaitement maîtresse de son rôle. En privé, elle était une invitée. Rien de plus. Grace écouta chaque mot sans l'interrompre. Puis elle demanda, doucement, s'il y avait autre chose. Il la regarda un instant de plus que nécessaire. Puis il dit qu'il y avait une dernière condition, et qu'elle était la plus importante de toutes. Elle ne devait pas rechercher son affection. Elle ne devait pas confondre la proximité avec l'intimité, ni la politesse avec la chaleur. Ce qu'il construisait était une structure, pas un foyer. Une transaction, pas une vie.
Il ne s'intéressait pas à son cœur, et elle ne devait pas s'intéresser au sien. Grace pensa à la montre de poche toujours pressée contre sa paume. Elle pensa à Newgate. Elle pensa au cabinet de son père, vide maintenant, dépouillé de chaque tableau qu'elle avait jamais aimé. Elle prit la plume et signa son nom. L'encre sécha à la lumière de la bougie. Le duc se leva, appela son intendant et quitta la pièce sans un mot de plus. Grace resta seule un moment dans le silence, le contrat devant elle, et comprit, avec une clarté parfaite, qu'elle venait d'échanger une cage contre une autre. La différence était que celle-ci avait des rideaux. Le manoir Jamison se révéla à Grace le matin suivant, dans la lumière grise et réticente d'une aube anglaise. Elle était arrivée la veille au soir avec une seule malle, tout ce qui restait du foyer Sutherland après que l'avocat eut inventorié et réclamé le reste. Une malle pour 23 ans de vie. Elle y avait mis ses carnets de croquis, 3 robes, les boucles d'oreilles de sa mère et la montre de poche. Elle avait laissé le chagrin à la porte parce que le chagrin était un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir à l'intérieur de ses murs. Le manoir était immense, comme le sont certaines vieilles institutions, non par grandeur, mais par permanence. Il avait la sensation d'un bâtiment qui avait regardé des générations de personnes y passer sans s'attacher particulièrement à aucune d'elles. Les plafonds étaient hauts, les couloirs longs, les portraits le long du couloir principal dévisageaient avec l'indifférence étudiée d'ancêtres qui avaient tout vu et approuvaient très peu de choses. La gouvernante l'accueillit en bas de l'escalier principal. Madame Vanessa était une femme grande, d'une 50aine d'années peut-être, aux cheveux argentés tirés si sévèrement de son visage qu'il semblait aussi tendre son expression. Elle avait des yeux gris pâles qui parcoururent Grace avec l'efficacité d'un inventaire, cataloguant chaque détail de la nouvelle duchesse et le classant derrière un sourire qui était correct dans sa forme mais totalement dépourvu de chaleur. Elle souhaita la bienvenue à Grace au manoir Jamison sur un ton qui suggérait que le mot bienvenue était utilisé dans son sens le plus technique. Grace la remercia et lui demanda si on pouvait lui montrer ses appartements. Madame Vanessa la conduisit à travers des couloirs bordés de vitrines, de peintures à l'huile dans des cadres en bois doré lourd, de bustes en marbre sur des piédestaux de bois sombre. Il n'y avait pas de fleurs, pas de livres éparpillés, pas de gants oubliés, aucun de ces petits désordres humains qui s'accumulent dans une maison où les gens vivent réellement. C'était, pensa Grace, exactement comme marcher dans un musée après la fermeture. Beau, préservé et totalement dépourvu de vie. Ces appartements se trouvaient à l'extrémité et de l'étage supérieur, aussi loin de l'aile ouest que le permettait le plan. Ils étaient bien meublés et parfaitement propres, et il semblait, lorsque la porte se referma derrière Madame Vanessa, les pièces les plus solitaires que Grace ait jamais occupées. Elle défit sa malle lentement. Elle posa ses carnets de croquis sur le secrétaire. Elle plaça les boucles d'oreilles de sa mère dans le petit coffret à bijoux sur la coiffeuse. Elle suspendit ses robes dans la garde-robe, assez grande pour les engloutir et résonner encore. Puis elle s'assit sur le bord du lit et écouta le silence de la maison. Ce n'était pas le silence confortable d'un lieu au repos. C'était le silence délibéré d'un lieu qui retenait quelque chose. Quelque part en bas, elle entendit le bruit lointain d'une porte qui se fermait. Des pas, puis plus rien. Elle ouvrit son carnet de croquis et dessina la fenêtre. Puis la garde-robe. Puis l'étrange chandelier en fer accroché au mur qui semblait avoir été conçu pour intimider plutôt qu'illuminer. Elle dessina jusqu'à ce que la lumière extérieure passe du gris à l'or pâle de la mi-journée. Et ce n'est qu'alors qu'elle sentit la tension dans ses épaules commencer à se relâcher légèrement. Elle ne vit pas le duc de la journée. L'invitation arriva 9 jours après le mariage. Un gala royal à Whitmore House, organisé par Lord Ashcroft au nom du comité social de la couronne, un événement que tout le ton attendait depuis des mois et auquel Grace, jusqu'à 9 jours auparavant, n'avait jamais imaginé assister en tant qu'épouse de qui que ce soit. Le carton était adressé au duc et à la duchesse de Jameson dans une encre si formelle qu'elle semblait presque accusatrice. Patrick la convoqua à la bibliothèque ce soir-là. C'était la première fois qu'elle entrait dans la bibliothèque, et malgré les circonstances, elle ne put réprimer entièrement sa réaction. 3 murs d'étagères, du sol au plafond, regorgeant de livres qui semblaient avoir été réellement lus. Une grande table au centre couverte de cartes et de correspondances. 2 fauteuils profonds orientés vers la cheminée. C'était la seule pièce du manoir qui semblait à Grace avoir été habitée. Le duc se tenait à l'extrémité de la table, l'invitation à la main. Il expliqua la situation avec son économie de mots caractéristiques. Le gala n'était pas facultatif. Lord Ashcroft était une figure importante de la structure politique que Patrick naviguait,
et une absence soulèverait des questions qu'aucun d'eux ne pouvait se permettre. Ils assisteraient en couple. Ils seraient convaincants. Grace demanda à quoi ressemblait une attitude convaincante, étant donné qu'ils avaient échangé moins de 30 mots ensemble depuis la signature du contrat. Patrick posa l'invitation et la regarda. Il lui dit que cela ressemblait à une proximité sans gêne. Une main offerte au bon moment. Un contact visuel soutenu assez longtemps pour suggérer une familiarité. Rien de théâtral. Rien d'excessif. Simplement deux personnes qui s'étaient choisies et étaient à l'aise avec ce choix. Grace lui dit, sans émotion particulière, qu'il ne s'était pas choisi. Que ce choix avait été fait par la dette, le désespoir et une horloge qui tournait à vide. Quelque chose changea dans son expression alors. Pas tout à fait un malaise. Plutôt une forme de reconnaissance. Il reconnut que c'était vrai. Puis il dit, avec une qualité différente dans sa voix, plus douce, moins répétée, que cela ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas être crédible. Ils s'entraînèrent ce soir-là dans la bibliothèque, ce qui fut peut-être l'heure la plus étrange que Grace Sutherland ait jamais passée de sa vie. Il lui montra comment il offrirait son bras. Elle lui montra de quel côté elle préférait marcher. Ils se tenaient à une distance calculée pour suggérer l'aisance et y travaillèrent avec la sérieux grave et légèrement absurde de deux personnes qui savaient exactement ce qu'elles faisaient et pourquoi, et qui trouvaient cela étrangement difficile malgré tout. À un moment donné, il tendit la main pour ajuster l'angle de sa main sur son bras, et ses doigts restèrent un instant de plus que nécessaire. Aucun d'eux ne fit de commentaire, mais l'air dans la pièce changea d'une manière que le feu ne pouvait expliquer, et Grace leva les yeux de sa main vers son visage, et le trouva déjà regardant le sien. Le duc recula. Il la remercia pour sa coopération. Il dit que la voiture serait prête à 19h le soir du gala. Grace retourna dans ses appartements à travers les couloirs sombres du manoir, et se dit fermement et avec une grande conviction qu'elle n'était pas le moins du monde troublée. Elle se crut pendant environ 4 minutes. Elle n'avait pas eu l'intention de s'approcher de l'aile ouest. Elle voulait que cela soit clairement compris, ne serait-ce que par elle-même. Elle n'était pas une femme qui cherchait les ennuis. Elle en avait déjà assez, rangé proprement dans un contrat de mariage et archivé quelque part dans le cabinet privé du duc. Elle avait respecté les termes. Elle s'était tenue dans ses appartements des Couloirets, la bibliothèque et le petit salon du matin où elle prenait son petit déjeuner seule chaque jour. Mais il était 2h30 du matin, elle ne pouvait pas dormir, et le bruit durait depuis près d'1 heure. Ce n'était pas un bruit fort. C'était ce qui le rendait si difficile à ignorer. C'était bas et irrégulier, quelque chose entre une voix et autre chose, étouffé par les murs et la distance. Elle était restée allongée dans le noir à écouter jusqu'à ce que ne pas savoir devienne plus insupportable que le risque de découvrir. Elle prit sa bougie et se déplaça dans le couloir. L'aile ouest commençait là où le couloir principal se terminait, marqué par une lourde porte de chêne sombre qui, nota-t-elle avec une certaine surprise, n'était pas verrouillée. Elle la poussa lentement et s'arrêta sur le seuil, écoutant. Le bruit était plus clair maintenant, pas une voix, plusieurs. Des petites. Elle suivit le son dans le couloir de l'aile ouest, passant devant des portes closes et des tentures murales décolorées, jusqu'à la dernière porte à gauche, sous laquelle une ligne de lumière chaude tombait sur les planchers. Elle appuya sa main à plat contre le bois et écouta. Des enfants. Les voix appartenaient à des enfants. Elle n'ouvrit pas la porte. Elle resta très immobile dans le couloir sombre avec sa bougie et laissa la réalité s'installer sur elle. Il y avait des enfants dans l'aile ouest du manoir Jamison au milieu de la nuit, dans la partie de la maison qu'on lui avait interdite. Et d'après le son, les murmures graves, le petit rire occasionnel, ils étaient soignés. Elle entendit un autre bruit alors. Plus grave. Plus régulier. Une voix qu'elle reconnut. Le duc. Grace recula de la porte et se plaqua contre le mur, son cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle écouta le grondement de sa voix à travers le bois, trop faible pour distinguer les mots, mais indubitable dans sa qualité. Ce n'était pas la voix qu'il utilisait dans la bibliothèque, mesurée et correcte. C'était autre chose, quelque chose de plus lent et de plus prudent, comme un homme choisissant des mots pour un public qui exigeait de la douceur. Elle resta là plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Puis elle retourna dans ses appartements, ferma sa porte et s'assit au secrétaire, sa bougie brûlant bas. Elle ouvrit son carnet de croquis et resta assise longtemps sans rien dessiner, parce que l'homme qui lui avait dit de ne pas rechercher son affection venait de lui montrer quelque chose qui rendait cette instruction, pour la première fois, vraiment difficile à suivre.
Elle prit son crayon. Elle dessina une porte avec de la lumière en dessous. Elle dessina un couloir. Elle dessina, sans vraiment le prévoir, le contour d'un homme assis par terre à côté d'enfants qui n'avaient personne d'autre. Elle ferma le carnet avant de pouvoir réfléchir à ce que cela signifiait. Declan Robertson arriva un mardi, non invité, dans une voiture sans blason sur la porte. Grace était dans le petit salon du matin lorsqu'elle entendit l'agitation dans le hall d'entrée. Le genre d'agitation contrôlée qui se produit lorsqu'une maison pleine de personnel entraîné rencontre quelque chose qu'elle n'était pas préparée à gérer. Elle posa son thé et écouta les voix. Et après un moment, elle en entendit une qui lui était inconnue. Douce, bien élevée, avec le genre de confiance facile qui vient non pas de l'accomplissement, mais de l'hypothèse. Lorsqu'elle arriva dans le hall d'entrée, l'homme était déjà à l'intérieur. Il avait peut-être 35 ans, les cheveux blonds et un visage ouvert et agréable qui avait la qualité intéressante d'être tout à fait sympathique au premier regard, et légèrement douteux au second. Il portait une redingote grise à boutons d'argent et tenait ses gants à la main, les tapotant légèrement contre sa paume dans un geste qui parvenait à être à la fois décontracté et délibéré. Quand il vit Grace, il sourit, large, chaleureux et immédiat, d'une manière qui lui rappela quelqu'un qui tend la main avant d'avoir décidé s'il allait serrer la vôtre ou la prendre. Il se présenta comme Declan Robertson, le cousin du duc. Il dit qu'il avait voyagé et qu'il avait pensé passer, la famille étant la famille, et il espérait ne causer aucun désagrément. Grace lui dit que le duc n'était pas à la maison. Declan dit que c'était parfaitement bien, qu'il était ravi d'attendre, et qu'en attendant, il espérait que la nouvelle duchesse pourrait lui accorder quelques minutes pour une conversation amicale. Il avait, dit-il, tellement entendu parler d'elle. Elle ne pouvait pas poliment refuser. Elle le conduisit au salon et fit sonner pour le thé, et s'assit en face de lui, les mains croisées sur ses genoux, arborant la même expression qu'elle avait eue lorsqu'elle s'était assise en face de Patrick Jameson, un contrat entre eux. L'expression d'une femme qui prêtait une attention très soutenue et n'en laissait rien paraître. Declan était charmant. C'était la première et la plus importante chose à comprendre à son sujet. Il avait le genre de charme qui fonctionne sur l'hypothèse que tout le monde dans la pièce a déjà décidé de l'aimer, ce qui crée chez ceux qui ne l'ont pas fait un vague sentiment d'être en retard. Il l'interrogea sur son adaptation au manoir. Il s'enquit de sa famille avec une sympathie si précisément calibrée qu'elle ressemblait presque à une recherche. Et puis, avec la facilité d'un homme changeant de sujet à table, il se mit à parler de Patrick. Il parla de son cousin avec un mélange soigneux d'admiration et d'inquiétude que Grace reconnut immédiatement comme n'étant ni l'un ni l'autre. Il mentionna la réputation de Patrick au Parlement, brillant, certes, mais impitoyable. Il mentionna les hommes qu'il avait croisés professionnellement et qui s'étaient retrouvés sans influence la saison suivante. Il mentionna, presque en passant, que Patrick avait une façon d'accumuler les dettes, pas financières, mais le genre qui lui était dû. Et qu'il avait toujours été très délibéré sur les dettes qu'il choisissait de recouvrer et quand. Grace garda son expression neutre et sa tasse de thé stable dans sa main. Puis Declan se pencha légèrement en avant et dit, du ton doux de quelqu'un qui partage quelque chose à contre-cœur, qu'il avait brièvement connu son père, que Lord Sutherland avait été un homme décent pris dans un courant qu'il ne comprenait pas entièrement, que certaines de ses dettes, pas toutes, mais certaines, ne s'étaient pas accumulées entièrement par hasard. Grace reposa sa tasse. Elle lui demanda ce qu'il entendait par là. Declan se renversa. Il écarta les mains du geste d'un homme qui en a trop dit et le sait. Il dit seulement que le monde de la haute finance et de l'influence politique était compliqué, que l'argent circulait dans des directions qui n'étaient pas toujours visibles de l'extérieur, et qu'elle était une femme perspicace qui trouverait, il en était sûr, son propre chemin vers la vérité éventuellement. Il partit avant le retour de Patrick. Il lui serra la main à la porte, lui dit que cela avait été un véritable plaisir, et qu'il espérait qu'elle se sentirait libre de lui faire savoir si elle avait besoin de quoi que ce soit. L'offre fut faite avec tant de chaleur et de précision qu'elle sembla à Grace moins une gentillesse qu'une clé glissée dans sa paume. Elle resta dans le hall d'entrée après que sa voiture fut partie et tint la conversation de l'après-midi dans son esprit, la retournant comme elle retournait un sujet dans son carnet avant de le coucher sur le papier. Declan ne lui avait rien dit directement. Il n'avait accusé Patrick de rien. Il s'était simplement tenu près d'une fenêtre et avait laissé la lumière tomber d'une certaine manière, confiant qu'elle verrait l'ombre. Elle la voyait. Elle n'était simplement pas encore sûre de l'ombre de qui il s'agissait. Lorsque Patrick rentra ce soir-là, elle était dans la bibliothèque. Elle entendit ses pas dans le couloir, la pose devant la porte,
puis le bruit de sa continuation vers son cabinet. Elle baissa les yeux sur son carnet où elle avait dessiné le visage de Declan de mémoire, le sourire agréable, les yeux prudents. Elle avait dessiné sans vraiment le décider un point d'interrogation dans l'espace à côté de son portrait parce que quelque chose dans l'après-midi avait déplacé le sol sous ses pieds, et elle ne pouvait pas encore dire si la faille courait à travers l'homme qu'elle avait épousé ou à travers l'homme qui était venu planter le doute. Elle pensa à la lumière sous la porte de l'aile ouest, à la voix basse et prudente lisant aux enfants dans le noir. Le duc, qui avait construit des murs si hauts que même son personnel se déplaçait autour de lui comme des meubles. Elle pensa à son père et à des dettes apparues de nulle part et à un avocat qui était arrivé avec des papiers si parfaitement préparés qu'ils auraient pu être écrits avant la crise qui les avait nécessités. Elle ferma son carnet. Dehors, à travers les fenêtres de la bibliothèque, la nuit londonienne s'était refermée, dense et sombre et pleine de choses qu'elle ne savait pas encore. Mais elle commençait à comprendre avec la certitude tranquille d'une femme qui avait toujours fait confiance à son instinct, même quand elle avait trop peur pour le suivre, que la personne la plus dangereuse dans la nouvelle vie de Grace Sutherland n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. C'était l'homme qui venait de lui dire d'avoir peur de lui. Et demandez-vous ceci avant de dormir. Si la personne contre qui vous étiez mise en garde s'avérait être la seule à vous dire la vérité, et que la personne qui est venue vous offrir de la gentillesse s'avérait être l'architecte de tout ce que vous aviez perdu, combien de temps pensez-vous qu'il vous faudrait pour le voir? Grace est sur le point de le découvrir. Si vous êtes toujours là après tout cela, cela montre que l'histoire vous intéresse. Si c'est le cas, faites-moi cette faveur. Abonnez-vous à Forbidden Secret Love Chronicle. Et aussi, laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'histoire jusqu'à présent. La meilleure partie de cette histoire n'a même pas encore commencé. Le magistrat arriva un jeudi gris, sans préavis, avec 2 assistants qui attendaient dehors comme des points de suspension à la fin d'une menace. Son nom était Sir Aldous Crème, et c'était le genre d'homme qui avait passé tant de décennies à manier l'autorité institutionnelle qu'elle avait réorganisé toute sa posture autour d'elle. Il était mince, précis, vêtu des couleurs sobres d'un homme qui considérait le style personnel comme une forme de frivolité. Il portait un portefeuille en cuir et l'expression particulière de quelqu'un qui avait déjà décidé ce qu'il allait trouver avant d'arriver pour le trouver. Grace était dans la bibliothèque lorsque Madame Vanessa apparut à la porte et l'informa, avec un visage qui ne révélait absolument rien, qu'un visiteur attendait dans le salon de réception avant, demandant une audience avec le duc et la duchesse ensemble. Le mot ensemble portait un poids qu'aucune des 2 femmes ne reconnut à voix haute. Grace reposa son carnet, lissa sa robe et se dirigea vers le salon, le dos droit et son rythme cardiaque soigneusement régulé, comme elle avait appris à se gérer depuis la visite de Declan Robertson, qui avait réarrangé le mobilier de ses soupçons sans déplacer une seule pièce visible. Patrick était déjà là à son arrivée, debout près de la cheminée dans une posture qui suggérait qu'il avait été informé et qu'il contenait déjà son mécontentement face à cette intrusion. Il jeta un coup d'œil à Grace lorsqu'elle entra, un regard bref et évaluateur, puis reporta son attention sur Sir Aldous, qui s'était installé dans le fauteuil en face avec l'autorité confortable d'un homme qui considérait chaque pièce où il entrait comme temporairement sienne. Sir Aldous expliqua son but avec une économie judiciaire. Des questions avaient été soulevées, il ne précisa pas par qui, concernant les circonstances du mariage Jameson, sa rapidité, son timing par rapport à l'effondrement financier du défunt Lord Sutherland, l'absence de toute cour formelle dans les registres publics. Il ne faisait pas d'accusation, tenait-il à préciser. Il menait simplement une enquête de routine au nom du registre social de la couronne, qui avait intérêt à garantir la légitimité de toutes les pairies et de leurs unions associées. Il regarda Grace avec des yeux comme de l'eau froide et lui demanda depuis combien de temps elle connaissait le duc avant le mariage. Grace ouvrit la bouche pour répondre. Patrick parla le premier. Il n'éleva pas la voix. Il ne bougea pas de la cheminée, mais quelque chose changea dans la pièce, un changement de pression, comme un changement de temps qui se fait sentir avant l'arrivée des nuages, et la plume de Sir Aldous s'arrêta au-dessus de son portefeuille. Patrick dit qu'il connaissait Grace Sutherland depuis considérablement plus longtemps que ne le reflétait le registre public. Il dit que l'absence de cour formelle dans le registre social était une question de discrétion privée, non de conduite irrégulière, qu'il avait fait le choix délibéré de garder leur entente entre eux jusqu'au moment opportun parce que Grace n'était pas une femme à exhiber devant le ton comme une perspective, mais une femme à protéger du regard que son nom attirait. Il dit que les difficultés financières de son père avaient rendu l'urgence nécessaire, mais que la décision n'avait pas été prise dans l'urgence. Elle avait été prise bien avant que la dette n'entre en jeu. Il dit, et ce fut le moment où le souffle de Grace s'arrêta, d'une manière qu'elle ne contrôlait pas pleinement,
qu'il s'était assis en face de Grace Sutherland et avait compris, avec une clarté qui n'avait pas besoin de cours ou de conventions pour être validée, qu'elle était une femme de plus d'intelligence et d'intégrité que la plupart des hommes du Parlement réunis, et que toute institution qui exigeait de lui qu'il justifie cette reconnaissance était la bienvenue pour le trouver peu convaincu par ses objections. Sir Aldous le regarda un long moment. Puis il regarda Grace. Grace soutint son regard avec tout ce qu'elle avait. Elle ne regarda pas Patrick, bien que chaque instinct en elle l'y poussât. Elle resta simplement assise avec le poids de ce qui venait d'être dit s'installant sur elle comme quelque chose qui avait toujours été présent et qui n'avait été rendu visible que maintenant. Sir Aldous ferma son portefeuille. Il dit qu'il était satisfait que l'enquête puisse être considérée comme résolue. Il les remercia pour leur temps, rassembla ses assistants dans le couloir comme des notes de bas de page, et partit. La porte se ferma. La pièce était très silencieuse. Grace se tourna pour regarder Patrick et le trouva déjà détournant le regard, faisant face à la cheminée. La mâchoire serrée, les mains croisées dans le dos. Les mots qu'il venait de prononcer étaient encore dans l'air entre eux, aussi solides et présents que des meubles, et il se comportait comme si aucun d'eux ne les avait entendus. Elle ne lui demanda pas de s'expliquer. Elle comprit, avec une précision qui la surprit, que lui demander de rendre compte de ce qu'il venait de dire serait le moyen le plus rapide de le faire enterrer. Elle dit simplement, doucement, qu'elle pensait que l'enquête s'était bien passée. Patrick accepta que ce soit le cas. Il dit que la voiture pour le bal masqué devrait être confirmée pour le samedi suivant. Il dit que Madame Vanessa s'occuperait des arrangements. Il quitta la pièce. Grace resta seule dans le fauteuil le plus proche de la fenêtre et regarda le matin gris de Londres s'appuyer contre la vitre, pensant à un homme qui pouvait livrer une défense comme une déclaration, puis s'en éloigner comme s'il n'avait commenté que la météo. Elle pensa à cela pendant assez longtemps. C'est le thé qui attira d'abord son attention, pas le sien. Elle prenait son thé du matin dans la petite salle à manger, seule. Versée d'une théière apportée par l'une des jeunes femmes de chambre, une fille tranquille nommée Bethel, qui se déplaçait avec l'attention prudente de quelqu'un qui voulait très bien faire les choses. Il n'y avait rien d'inhabituel dans le thé de Grace. C'était le thé du duc qui la préoccupait. Elle l'avait remarqué d'abord par hasard, en passant dans le couloir devant le cabinet un matin où la porte était ouverte et où Madame Vanessa était à l'intérieur, disposant le plateau de l'après-midi, le dos tourné à la porte. Il n'y avait rien de franchement suspect dans l'action. Madame Vanessa avait disposé des plateaux dans cette maison pendant des années avant l'arrivée de Grace et le ferait probablement longtemps après, comme certains éléments d'un foyer deviennent indiscernables de l'architecture elle-même. Mais Grace était une artiste, ce qui signifiait qu'elle remarquait les choses, les angles, les ombres, les petits décalages entre ce qui était visible et ce qui était ressenti. Regarder les mains de Madame Vanessa se déplacer sur le service à thé avec une délibération particulière et privée lui avait causé un malaise froid et grandissant qu'elle ne put nommer immédiatement. Elle ne dit rien. Elle passa son chemin, mais elle commença à observer. Au cours des jours suivants, elle remarqua que l'énergie de Patrick le soir était différente de celle du matin. Pas dramatiquement différente, pas le genre de changement qui aurait attiré l'attention de quelqu'un qui ne prêtait pas une attention soutenue, mais Grace y prêtait une attention soutenue, avec la même observation concentrée qu'elle apportait à une page blanche lorsqu'elle essayait de comprendre ce qu'elle voulait devenir. Le matin, il était vif, précis, l'homme redoutable et calculateur dont la réputation avait été construite sur cette qualité exacte. Le soir, surtout après que le thé du cabinet ait été pris, il y avait chez lui une certaine platitude, un léger ralentissement. Ses yeux, toujours vigilants, le devenaient moins. Il répondait aux questions avec moins d'économie et plus d'effort, comme si les mots nécessitaient plus de récupération que d'habitude. Elle commença à trouver des prétextes pour être près du cabinet l'après-midi. Le 4e jour, elle arriva dans le couloir juste au moment où Bethel sortait le plateau, ce qui signifiait que Madame Vanessa était déjà entrée et que le thé avait déjà été préparé. Grace demanda à Bethel, avec l'air enjoué et désinvolte d'une femme qui fait la conversation, si la maison utilisait toujours le même mélange pour le service de l'après-midi du duc. Bethel répondit, oui, toujours le même mélange. Bien qu'elle ajoutât, avec l'incertitude légère de quelqu'un rapportant quelque chose qu'on ne lui avait pas demandé de remarquer, que Madame Vanessa préparait toujours elle-même la tasse du duc et demandait aux autres bonnes de lui laisser le plateau. Toujours. Grace la remercia et continua dans le couloir, les mains calmement croisées devant elle, et son esprit allant à une vitesse qui n'avait rien à voir avec le calme. Elle ne pouvait pas accuser Madame Vanessa sans preuve.
Elle le comprenait avec une clarté parfaite. Une accusation sans preuve, lancée contre une femme qui servait ce foyer depuis des décennies, de la part d'une duchesse ici depuis moins d'un mois, ne ferait que faire paraître Grace hystérique et Madame Vanessa victime. Cela alerterait également celui qui dirigeait Madame Vanessa que Grace avait remarqué, et cet avantage n'était pas un avantage qu'elle était prête à abandonner. Elle pensa à Declan Robertson, son visage agréable, la façon prudente dont il avait planté chaque mot comme une graine dans une terre préparée. Elle pensa à l'aile ouest et aux enfants dormant dans des pièces qu'on lui avait interdites. Elle pensa à un homme qui s'était tenu devant un magistrat et l'avait défendu avec la force tranquille de quelqu'un qui énonçait une vérité qu'il portait depuis très longtemps. Elle se rendit dans sa chambre et s'assit au secrétaire et élabora, méthodiquement et sans panique, exactement ce qu'elle allait faire. Le bal masqué commença à 21h un samedi soir, et à 22h, la salle de bal Jameson était pleine de lumière de bougies, de soie et du son superposé d'un orchestre rivalisant avec le bruit de 200 personnes jouant le théâtre social de l'Angleterre Regency dans sa forme la plus élaborée. Grace portait un vert émeraude profond, ses cheveux relevés, un demi-masque à plumes couvrant la partie supérieure de son visage. Patrick se tenait à côté d'elle à l'entrée de la salle de bal, en habit noir et un masque qui ne diminuait en rien la qualité d'immobilité délibérée qu'il portait partout. Le genre d'immobilité qui faisait qu'une pièce s'orientait autour de lui sans qu'il ait à le demander. Ils reçurent leurs invités ensemble. Grace ne lui avait pas dit ce qu'elle soupçonnait à propos du thé. Elle avait pris une décision, après 3 jours de réflexion approfondie, que le dire à Patrick amènerait soit à ce qu'il confronte immédiatement Madame Vanessa et expose prématurément le plan, soit, et cette possibilité la troublait plus, à ce qu'il ne la croit pas. C'était un homme qui faisait confiance à ce qu'il pouvait prouver. Elle n'avait encore rien prouvé. Elle n'avait que le motif, son instinct et le poids particulier de l'observation d'une femme que les hommes du monde de Patrick avaient une longue tradition de rejeter. Alors, elle avait fait autre chose. Elle avait discrètement veillé à ce que, le soir du bal masqué, le thé de l'après-midi du duc reste intact. Elle avait arrangé, par l'intermédiaire de Bethel et d'une petite fiction selon laquelle le duc préférait prendre ses rafraîchissements à la bibliothèque ce jour-là, que le plateau du cabinet ne soit pas livré. C'était un plan fragile. Il dépendait de la coopération de Bethel et du fait que Madame Vanessa ne le remarque pas. Et Grace était consciente que ces deux choses étaient des incertitudes qu'elle ne pouvait pas contrôler pleinement. Mais Patrick avait été vif toute la soirée, alerte, présent, observant la salle avec toute la force de son attention, ce qui signifiait que le plan, au moins dans sa première partie, avait tenu. Elle ne savait pas à quoi ressemblerait la deuxième partie. Elle savait seulement qu'elle arrivait. Elle arriva peu après 23 heures. Les bougies s'éteignirent, pas progressivement, pas une section à la fois comme le font les bougies qui brûlent, mais tout d'un coup, comme si quelqu'un avait donné un ordre à l'obscurité, et que l'obscurité avait obéi. La salle de bal plongea dans un noir si soudain et si complet que la musique s'arrêta au milieu d'une phrase, et la pièce éclata en voix confuse et en bruit de corps se déplaçant sans direction. Grace ne bougea pas. Elle resta exactement là où elle était et laissa ses yeux s'accommoder. Et dans la faible lueur ambrée de la cheminée à l'autre bout de la salle de bal, elle put distinguer des formes, des invités se regroupant, le personnel se déplaçant le long des murs, et 3 figures entrant par le couloir des domestiques, qui ne bougeaient pas comme le personnel et n'étaient pas habillés comme les invités. Elle chercha le bras de Patrick dans le noir. Il était déjà parti. Les voix autour d'elle passèrent de la confusion à quelque chose de plus proche de l'alarme. Quelqu'un près de la porte criait à l'ordre. Quelqu'un d'autre pleurait. Grace se plaqua contre le mur et se déplaça le long de celui-ci vers le couloir qui reliait la salle de bal à l'aile, parce que si les hommes de Declan étaient entrés par le passage des domestiques, alors l'autre sortie, celle qui s'ouvrait sur la terrasse du jardin, était soit déjà compromise, soit encore accessible, et elle avait besoin de savoir laquelle. Elle le découvrit lorsqu'elle poussa la porte de la terrasse et faillit se heurter à l'homme qui se tenait de l'autre côté. Pas Patrick. Pas l'un des invités. Declan Robertson, sans son expression agréable, se tenait sur la terrasse trempée de pluie avec 2 hommes derrière lui et un visage qui avait enfin cessé de jouer la sympathie. Il ne portait pas de masque. Il n'était pas venu au bal masqué en tant qu'invité. Il regarda Grace avec le mécontentement spécifique d'un homme dont le plan a rencontré une variable qu'il n'avait pas anticipée. Il lui dit, avec une franchise qu'il n'avait pas utilisée lors de sa visite au salon, qu'elle devrait rentrer. Que ce qui allait se passer était entre lui et son cousin et ne la concernait pas. Grace ne dit rien. Elle se tenait sur le seuil,
la pluie soufflant de travers sur la terrasse et les bruits de la salle de bal perturbés derrière elle, et elle regarda Declan Robertson avec l'expression d'une femme qui avait passé 3 semaines à l'intérieur d'une forteresse à apprendre le langage du danger et avait cessé d'avoir peur du dialecte. Sa main, cachée dans les plis de sa robe, se referma sur le petit pistolet à silex qu'elle avait sorti de sa malle 3 jours plus tôt. Celui de son père. Vieux, mais entretenu. Elle l'avait nettoyé elle-même en silence dans sa chambre parce qu'elle était la fille de son père d'une manière qui n'avait rien à voir avec ses échecs. Declan fit un pas vers elle. Un bruit venant du jardin en contrebas l'arrêta. Patrick apparut au coin de la balustrade de la terrasse à un rythme qui n'était pas celui d'un gentleman. Son masque disparut. Son habit sombre de pluie. Et ses yeux délibérés et indéchiffrables, fixés entièrement sur Declan avec une expression que Grace n'y avait pas vue auparavant. Pas l'efficacité froide du salon de réception, ni le contrôle prudent de la bibliothèque. Quelque chose de plus ancien. Et bien moins contenu. Les hommes de Declan bougèrent. Patrick fut plus rapide que ce que l'un ou l'autre n'avait anticipé, et l'échauffourée qui s'ensuivit fut brève et brutale, et totalement différente de tout ce que Grace avait pu voir en 23 ans de vie dans les salons. Un homme s'effondra contre la balustrade de pierre. Le second toucha Patrick à l'épaule avec quelque chose qui brilla dans la lumière du feu provenant des fenêtres de la salle de bal. Et le mouvement de Patrick changea, plus lent, le côté gauche moins vaillant. Declan plongea la main dans sa poche. Grace leva le pistolet et tira. Le bruit claqua à travers le jardin, la pluie et les vestiges de la musique de l'orchestre qui s'infiltrait encore de l'intérieur du manoir. La main de Declan sursauta. La lame qu'il avait dégainée cliqueta sur la pierre mouillée de la terrasse et disparut dans l'obscurité. Tout s'arrêta. Patrick se tourna pour la regarder. La pluie coulait sur son visage, sa mâchoire, le bord tranchant de son col. Sa main gauche était pressée contre son épaule. Il la regardait avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue, pas dans le salon de réception, pas dans la bibliothèque, pas dans le terrible silence des pièces qu'ils occupaient comme des étrangers prudents. Il semblait, pour la première fois depuis que Grace Sutherland était entrée dans sa vie avec une montre de poche en or et une requête désespérée, totalement déconcerté. Declan était à genoux sur la pierre mouillée, tenant sa main. Son visage agréable enfin dépouillé de tout ce qu'il avait utilisé pour cacher ce qu'il y avait en dessous. 2 des gardes du domaine de Patrick arrivèrent en courant par la porte du jardin. Et derrière eux, un des hommes de la couronne que Patrick n'avait pas, il s'avérait, était totalement impuissant face aux possibilités de la soirée. Madame Vanessa fut retrouvée à l'intérieur du manoir avant la fin de la nuit, en train de retirer un paquet du fond du garde-manger de la cuisine qui contenait, entre autres, une correspondance de la main de Declan documentant 3 ans de planification systématique et minutieuse. La dette fabriquée, l'avocat qui avait livré l'ultimatum à Grace sur l'instruction de Declan, le sédatif introduit progressivement dans le thé de l'après-midi de Patrick pour émousser ses instincts par un crément trop petit pour être remarqué jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que cela compte. Tout y était. Chaque menace, liée ensemble dans une encre qui ne pouvait être retirée. Grace se tenait sous la pluie sur la terrasse et les regarda emmener Madame Vanessa à travers le jardin, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Pas le triomphe. Quelque chose de plus calme. L'immobilité particulière d'une chose qui a porté un poids énorme et qui est enfin autorisée à le déposer. Patrick apparut à côté d'elle. Son épaule avait été bandée avec un tissu de l'intérieur du manoir, improvisé et insuffisant. Et il se déplaçait avec l'économie prudente d'un homme gérant la douleur sans la reconnaître, ce que Grace reconnut comme une habitude si profondément enracinée qu'elle avait probablement cessé d'être un choix depuis des années. Elle regarda le bandage sur son épaule, puis son visage. Elle lui dit qu'il avait besoin d'un médecin. Il dit qu'on en avait envoyé chercher un. Ils restèrent sous la pluie un moment sans parler, ce qui était, pensa Grace, d'une certaine manière plus honnête que la plupart des conversations qu'ils avaient réussi à avoir à l'intérieur des pièces parfaitement préservées du manoir. Puis Patrick dit son nom. Pas duchesse. Pas une référence à son rôle, sa position ou les termes d'un contrat. Son nom, avec un poids qui suggérait qu'il le portait soigneusement depuis plus longtemps que l'occasion ne l'exigeait. Il dit qu'il lui devait une explication. Sur les enfants de l'aile ouest. Sur les dettes de son père, les vraies, et celles qui avaient été construites autour de lui comme une cage. Sur une galerie à Kensington, 4 ans auparavant.
où il s'était tenu au fond de la salle et avait regardé une jeune femme se déplacer dans sa propre exposition avec le genre de fierté calme et farouche qui n'avait pas besoin de la validation d'un autre. Et avait compris quelque chose à son sujet à ce moment-là. Qu'il avait passé 4 ans à ne pas agir. Il avait payé les dettes mineures. Les vraies. Celles que son père avait accumulées honnêtement par un mauvais jugement plutôt que par la manipulation de 2 clans. Il l'avait fait anonymement par l'intermédiaire d'un solliciteur parce qu'il ne savait pas comment faire quoi que ce soit directement en ce qui concernait Grace Sutherland. Et parce que l'alternative, regarder son monde se rétrécir et se contracter sous le poids des échecs de son père sans rien faire, avait été quelque chose qu'il ne supportait pas. Il n'avait pas anticipé que 2 clans accéléreraient le calendrier. Il n'avait pas anticipé l'ultimatum fabriqué. Les fausses dettes. L'avocat arrivant à sa porte avec une échéance au coucher du soleil. Lorsqu'il comprit ce qui se passait, elle était déjà debout dans la salle de bal. Il dit, debout sous la pluie avec son épaule saignant à travers le bandage et ses cheveux plaqués sur le front. Et chaque mur qu'il avait passé des années à construire gisant en morceaux quelque part autour de la terrasse du jardin. Il dit qu'il était conscient que l'explication était depuis longtemps due. Grace le regarda longtemps. Puis elle lui dit que pour un homme qui avait passé des années à évoluer dans des cercles politiques exigeant précision et prévoyance, il avait géré la situation avec un manque spectaculaire des deux. Patrick la regarda. Quelque chose bougea sur son visage qui en était absent depuis ce qui semblait être une partie considérable de sa vie d'adulte. Il rit. Brièvement. Doucement. Comme un homme qui se souvient comment. De Clan Robertson fut traduit devant la justice de la couronne dans les 2 semaines. Les preuves étaient complètes, l'affaire n'était pas compliquée, et les hommes qui fabriquent la ruine financière de familles de pères et dirigent des infiltrations armées de domaines titrés ne trouvaient pas le banc sympathique, quelles que soient leurs propres relations. Il fut dépouillé de son rang social et éloigné de Londres. Il n'avait pas l'air agréable le matin de son départ. Madame Vanessa fut renvoyée et placée en garde à vue pour interrogatoire, et la rancœur de longue date qu'elle nourrissait contre le père de Patrick, une rancœur née d'une décision prise avant que Patrick ne soit assez grand pour l'empêcher, fut exposée dans un témoignage à la fois triste et accablant, qui contenait la tragédie particulière d'une personne qui avait choisi l'amertume plutôt que tout le reste pendant si longtemps qu'elle en avait oublié ce que l'alternative pouvait être. Les enfants de l'aile ouest, 7 d'entre eux, âgés de 4 à 11 ans, fils et filles d'hommes détruits par les campagnes politiques ratées du père de Patrick et laissés sans rien, n'était pas un secret que Grace gardait. Elle ne les annonça pas au ton, ni ne fit de leur présence un sujet de conversation dans les salons, mais elle entra dans l'aile ouest le matin suivant le bal masqué, dans la lumière grise et claire d'une eau londonienne, et elle ne fit pas semblant de ne pas être déjà venue. Elle apporta des carnets de croquis. Elle apporta du fusain et des crayons tendres et une patience pour s'asseoir sur les sols que le budget mobilier du manoir n'avait pas anticipé. Les enfants, qui avaient appris à être silencieux, prudents et invisibles comme le font les enfants lorsque le monde leur a appris que la visibilité est dangereuse, la regardèrent avec la curiosité prudente de petites personnes décidant si quelque chose était sûr. À la 2e semaine, ils avaient décidé. Patrick la trouva là un après-midi, assise en tailleur sur le sol de l'aile ouest avec une petite fille nommée Isobel endormie contre son épaule, et 3 des plus grands enfants disposés autour de son carnet, se disputant à voix basse sur la meilleure façon de dessiner un cheval. Il se tint dans l'embrasure de la porte et regarda, et son expression avait la qualité d'un homme regardant quelque chose qu'il ne savait pas attendre jusqu'à ce qu'il soit directement devant lui. Grace leva les yeux et croisa son regard. Aucun d'eux ne dit rien. Il y avait, à ce stade, une compréhension croissante entre eux que le silence n'était pas toujours une absence de communication. Le nouveau contrat fut rédigé un mardi matin, 3 semaines après le bal masqué. Ce n'était pas un document juridique. Il n'avait pas de sceau d'avocat, pas de témoin officiel, pas de clause sur les ailes ouest, les cabinets privés ou la gestion prudente de l'affection. C'était une seule page, écrite à la main dans l'écriture claire et légèrement artistique de Grace, parce qu'elle était la meilleure rédactrice, et que tous deux le savaient. Il disait, dans un langage qui n'était ni formel ni froid, et ne ressemblait en rien au document signé à la lumière des bougies avec une échéance au coucher du soleil pressant contre les fenêtres, qu'il choisissait cela, non par désespoir, non par dette, non par une horloge qui tournait à vide, mais par la compréhension particulière, durement acquise et improbable, de 2 personnes qui avaient passé des semaines à l'intérieur de la même forteresse, démantelant lentement les défenses de l'autre, un soir tranquille à la fois. Grace le posa sur le secrétaire. Patrick le lut. Il prit la plume. Il s'arrêta,
la plume au-dessus de la page, et la regarda avec l'expression qu'il avait portée sous la pluie sur la terrasse, l'expression d'un homme sans mur, ce qui n'était pas quelque chose que le duc Patrick Jameson avait été vu sans depuis longtemps. Il dit que ce n'était pas précisément un contrat. Grace dit non. C'était quelque chose de plus contraignant que cela. Il signa son nom. Elle signa le sien en dessous. La lumière du matin entra par les fenêtres de la bibliothèque et tomba sur la page. Et dehors, dans le jardin, la journée commençait de la manière ordinaire et tranquille dont les jours commencent lorsque la crise est passée et que les affaires ordinaires de la vie peuvent reprendre. Quelque part dans l'aile ouest, Isobel se disputait avec le garçon le plus âgé à propos du petit déjeuner. Les pas de Bethel traversaient le couloir au-dessus. Le manoir, qui avait été un musée lorsque Grace était arrivée, faisait les bruits d'une maison qui envisageait, lentement et avec un certain effort, de devenir un foyer. Grace regarda sa signature à côté de la sienne sur la page et pensa à la montre de poche, toujours dans son coffret à bijoux à l'étage, qui continuait à tourner, ne comptant plus à rebours, mais gardant le temps, comme le temps est censé être gardé, non comme une menace, mais comme un enregistrement de tout ce qui reste à venir. Et c'est là que l'histoire de Grace Sutherland se repose ce soir. Pas à une fin, mais à un commencement. Le genre qui ne devient possible qu'après que tout ce qui est faux a été brûlé. Elle est venue à cette salle de bal avec rien d'autre qu'un nom, 4 heures et une volonté qui refusait de se briser. Elle a signé un contrat avec un homme que le monde appelait impitoyable. Elle est entrée dans une forteresse et a trouvé, derrière chaque porte verrouillée et chaque silence prudent, une personne choisissant de protéger plutôt que de détruire dans le seul langage qu'elle avait jamais appris. Et elle est restée. Non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle l'a choisi. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, si vous vous êtes déjà accroché alors que tout vous disait de lâcher prise, si vous avez déjà regardé au-delà de ce que quelqu'un montrait au monde et vu ce qu'il cachait en dessous, alors vous savez exactement ce que Grace Sutherland a ressenti dans cette bibliothèque un mardi matin, un stylo à la main et un futur qui lui appartenait enfin. Ceci est Forbidden Secret Love Chronicle. Si vous avez regardé jusqu'ici et ressenti chaque instant, alors vous êtes exactement ce pourquoi cette chaîne a été faite. Appuyez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer ce qui suit. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où dans le monde vous regardez ce soir, parce que ces histoires voyagent plus loin que vous ne le savez, et chacun d'entre vous compte ici. Aimez cette histoire. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que les outsiders gagnent parfois. Appuyez sur la cloche de notification pour être là lorsque le prochain secret sera prêt à être révélé. Vous faites partie de cette famille maintenant et nous ne faisons que commencer.